Et du coup, finissons par le gros morceau du jour. On n'a que des cas un peu particuliers aujourd'hui, hein, j'ai l'impression. Mais c'est peut-être un des plus polarisants aujourd'hui, c'est Dwight Howard, du coup. Finissons par Dwight Howard, 10 saisons sur la décennie, mais 10 saisons très très inégales, bien sûr. 16 points de moyenne, 32 minutes par match en moyenne sur les 10 ans. 20 000 minutes, il est 31e, quasiment top 30 de la décennie. 624 matchs. MVP 2011, donc je disais. Et puis le titre en 2020. Non, il est pas MVP, mais en vrai il l'est. Défenseur de l'année une fois aussi sur la décennie, en 2011, sachant qu'il avait déjà été en 2009 et 2010, mais ça ne compte pas. En tout cas, pas dans l'exercice du jour. 4 fois All-Star entre 2011 et 2014. 4 fois All-NBA, dont 2 fois dans la première équipe, 11 et 12, une fois dans la deuxième équipe en 2014 et une fois dans la troisième équipe en 2013 aux Lakers. Et puis 2 fois All-Defensive First Team. Donc voilà, plutôt pas mal, plutôt chargé comme palmarès, même si tu as sans doute entendu que des années avant 2015. Malheureusement, c'est un peu ça le problème. NBADraft.net et Draft Express, rien du tout. Par contre, au niveau des surnoms, bon, c'est pas des loufoques, mais malheureusement, c'est un peu ce qui lui a valu des problèmes. Il y a Superman, évidemment. Le surnom qu'il a piqué à Shaq, ça l'a un peu énervé, Shaq. On a D12, bon, ça c'est un peu classique. Et après, on avait The Daily Double. Jamais entendu parler. Non plus. Bref, donc 25 ans au début de notre décennie, pour refaire un peu son parcours. Et donc, je dis, il sort de 2 fois défenseur de l'année. Et il va l'être une 3e fois donc en 2011. Il a 38 minutes par match cette saison-là, 18 points par match, défenseur de l'année, MVP, etc., All NBA First Team et All Defensive First Team, il me semble aussi. Malheureusement, en playoff, ils se font un peu un upset par Atlanta. C'était le match-up 2 contre 7. Et malheureusement, Orlando perd contre les Hawks cette année-là. Il est quand même à 43 minutes par match sur cette série de playoffs, dont une pointe à 46 points d'ailleurs. Mais bref, donc un peu upset malheureusement après cette saison. 2012, encore une fois, titulaire, dominant et tout ce qu'on veut. En playoff, malheureusement, il ne joue pas contre Indiana et donc encore une fois Orlando se fait upset. C'était l'Orlando de Big Baby Davis en franchise player. C'est vrai que c'est pas pareil. C'est que tu comprends que les Pacers de Danny Granger les éliminent. Et puis, notamment, donc il y avait un peu des soucis de blessure qui commencent à arriver. Il y avait aussi des soucis en interne parce que lui, il voulait se faire échanger. Ça a duré un bon moment. Et finalement, ça accouche à l'été 2012, du coup, où il est échangé aux Lakers. Et puis, donc, saison 2013 aux Lakers, il est à moitié blessé, d'après ce qu'il nous dit maintenant a posteriori. Puis l'entente était pas top. L'alchimie sportive non plus était pas top. Mike D'Antoni est arrivé très tôt dans la saison parce que Mike Brown s'est fait virer très tôt également. Enfin bref, il est encore à 36 minutes par match, mine de rien. Il fait 76 matchs, donc blessé des petites gênes, mais pas non plus des énormes blessures qui l'empêchent d'être sur le terrain. Et malheureusement, Kobe n'est pas là pour les playoffs puisqu'il se blesse juste avant sa rupture au tendon d'Achille et donc éliminé contre San Antonio. Et c'est pas une grande série pour Dwight Howard, un peu franchise player des Lakers qui fait une mauvaise sortie sur ce sweep contre les Spurs. Et puis donc, Free Agency 2013, plutôt que de re-signer aux Lakers, il va à Houston pour former un duo avec James Harden. Et donc à Houston, saison 2014, encore une fois, production de star, rôle de star, et malheureusement upset contre Portland au premier tour des playoffs. J'en ai touché 2 mots tout à l'heure. 2015, il est blessé cette saison-là, il ne fait que 41 matchs, il revient un peu timidement, mais c'est pas le grand Dwight Howard à cause de ses blessures. Ils vont quand même jusqu'en finale de conférence, mine de rien, contre Golden State cette année-là, après avoir battu les Clippers sur un retournement de situation assez improbable de Josh Smith et Corey Brewer. 2016, c'est l'année un peu bordélique du côté de Houston. Il n'y a pas de coach, puisque Kevin McHale se fait virer et qu'il est remplacé par J.B. Bickerstaff. Donc il n'y a pas de coach cette saison-là. Houston, très décevant, 41-41, avec pourtant James Harden et Dwight Howard, donc 8e à l'ouest. Ils font les playoffs balayés contre Golden State. Et du coup, Free Agency, il va du côté d'Atlanta, puisque Atlanta venait de perdre Al Horford. Pas mal comme contrat, on est encore sur 23 millions par an, donc pour dire qu'il avait encore un rôle assez gros, mine de rien, et encore un certain statut. Et puis, malheureusement, Atlanta, oui, il fait du 30 minutes par match, il fait du 13 points, mais on est loin de son niveau normal. En playoff, c'est éliminé contre Washington au premier tour. Et puis ensuite, après à peine 1 an à Atlanta, échangé à Charlotte, là, on est clairement dans la pente descendante, tu as remarqué. Charlotte 2018,
Encore une fois, 30 minutes et 17 points de moyenne, mais l'impression sportive et l'impact sportif est quand même beaucoup plus bas qu'avant. Pas de playoff cette année-là avec Charlotte. 2019, il fait à peine 9 matchs avec Washington. J'avais complètement oublié ce passage-là. Pourtant, c'est il y a pas longtemps. Mais ouais, après, c'était avant le Covid, donc c'était il y a 15 ans à peu près, en termes de temps, de ressenti. Mais oui, il fait saison 2019 presque blanche à Washington, et puis 2020, enfin, il se réinvente en tant que role-player, ce qu'on aurait pu attendre un peu plus tôt peut-être dans sa carrière. Et du coup, après, le titre avec les Lakers, mais avec un rôle beaucoup plus réduit, 16 minutes par match, et avec des séries et des matchs où il ne joue presque pas. Donc voilà pour cette décennie très longue et très compliquée finalement. Je sais pas comment t'as fait pour t'en dépatouiller, mais on est sur peut-être une des ou la décennie la plus incroyablement irrégulière de tous les joueurs qu'on a traités jusqu'ici, avec un écart entre MVP et non valuable, carrément. Oui, c'est... Si on regarde les stats brutes, pourtant on a l'impression que c'est une carrière un peu en pente douce, mais il est en double-double jusqu'en 2018. Mais ensuite, quand on a vu les matchs et quand on voit un peu le détail, on s'aperçoit que c'est pas le cas. Oui, tu veux dire que quand on l'a vécu, on sait que ça va au-delà des stats qui, elles, sont assez stables, quoi. Voilà, exactement. Ouais, c'est ça, parce qu'on peut se dire, effectivement, il tourne à 16 points, 12 rebonds, 2 contre à Charlotte, à 32 ans, 2018, ouais, c'est encore un super joueur. Bah non. Mais je trouve que Dwight Howard, c'est un peu l'histoire du gars très très fort, très jeune et à un niveau vraiment incroyable, Ouais. un niveau MVP ou presque, à 25 ans, quoi, et qui ne sait pas se réinventer comme role-player, ou qui met tellement de temps à se réinventer comme role-player qu'il est trop vieux, quoi. Voilà, c'est ça, et qu'on a toute une série de saisons où il fait des stats qui n'ont pas d'impact collectif parce que aussi, non seulement il n'arrive pas à se réinventer lui, mais il n'arrive pas à comprendre. Bon, là, c'est un peu dur de le dire comme ça, mais la manière dont le jeu a changé, ça a été pendant des années cette scie là un peu dans les articles sur les post-up de Dwight Howard qui réclame ça et qui reste persuadé qu'il est un bon joueur en post-up, ce qu'il était en un sens, mais pas techniquement, mais physiquement, parce qu'il avait cette capacité à faire des spin moves et tout ça, alors que le jeu a évolué dans un autre sens. Donc il y a presque un côté un peu triste, je trouve, dans la décennie de Dwight Howard, alors que ses 2 premières saisons à Orlando sont vraiment remarquables, et que même les 2 suivantes sont pas mal, mais on sent quand même qu'à partir de sa blessure au dos, donc il doit être en 2013, je crois, on sent que ça va moins bien et que il est de moins en moins efficace et aussi autonome offensivement, et il a de moins en moins sa capacité à se créer son tir parce que physiquement il est moins explosif, quoi. Même au-delà de la déception, on va dire, sportive, j'ai même l'impression qu'on a perdu le personnage totalement très jovial et très agréable qu'on avait au début. Bon, là, c'est pas du tout l'exercice du jour, mais même là-dessus, on a une déception de ce côté-là aussi. Il a perdu sa joie de vivre, j'ai presque envie de dire. On n'avait plus le personnage aussi marrant et aussi insouciant peut-être qu'on avait connu au début. Mais bref, revenons sur ce qui nous intéresse quand même, le sportif et le jeu. Moi, c'est quelqu'un où si on avait fait... les délimitations de décennies sont assez arbitraires, hein. D'ailleurs, j'ai pris 2011-2020. Certains préfèrent 2010 à 2019. Mais finalement, si on fait 2005-2015, pour moi, il est top 5, top 10 peut-être, assez facilement sur cette tranche 2005-2015. Oui, il n'y a pas de doute, pardon, je t'interromps, mais il n'y a pas de doute sur le fait que sur cette période, enfin, il me semble qu'il n'y a pas de doute, c'est le pivot numéro 1 de la ligue. Oui, c'est ça. Ouais. Enfin, ensuite, ça dépend comment tu considères Tim Duncan, mais oui. Oui, et puis avec un impact défense d'élite, mais encore une fois, j'ai fait un épisode récemment là-dessus, c'était pas Rudy Gobert en attaque, quoi. C'était pas Clint Capella, alors qu'on retient un peu ce truc-là parce qu'en plus, Shaq a pas mal appuyé là-dessus en disant non, c'est pas un vrai big man, il fait que des trucs un peu à l'européenne. À l'époque, c'était ça, l'insulte suprême, c'est un pivot à l'européenne. Mais bref, c'est un peu ça l'image qui est restée, alors que non, c'est quelqu'un, comme tu disais, qui faisait beaucoup de post-up. Le problème, c'est que plus les années passaient, moins la NBA déjà était enclin à valoriser ce genre de post-up, et en plus, ça s'est recoupé avec lui-même qui était de moins en moins efficace, parce que blessure, et parce que du coup, sans cette explosivité d'élite et cette vivacité, bah oui, en fait, il était pas capable autant de faire la différence au poste, quoi. Donc il y a un peu cette déception sportive qui est tombée presque d'un coup, alors qu'encore une fois, si on prend la décennie 2005-2015, c'est un top 10 pour moi NBA. Là, il va être beaucoup plus bas, je pense, malheureusement. Et
bon, pour un peu essayer de décomposer sa décennie, essayer de pondérer chaque saison, pour moi, il y a 2 années d'élite, clairement, 11 et 12. Peut-être 2 très bonnes années, 2 ou 3, entre à Houston et l'année aux Lakers, c'est quand même pas si mal que ça. On a un peu un sentiment de déception, mais même au niveau des stats avancées, même au niveau des chiffres bruts, au niveau des on-off, etc., c'est quand même pas mal du tout, quoi. Oui, ça a été un peu oublié sous le cirque médiatique que c'est ça, cette saison aussi. Oui. Le fait qu'il s'entendait pas avec Kobe, etc. C'est ça, ouais. Ça a été vendu comme ça allait être l'équipe championne sans souci, quoi. Donc pour moi, il y a 2 années d'élite, 2 très bonnes années, et même encore 3-4 saisons correctes, on va dire, grosso modo. Et puis tout à la fin, une saison valuable du côté des Lakers, mais dans un rôle très très moindre, quoi. Mais c'est vrai qu'entre-temps, les passages Atlanta, Charlotte, Washington, c'est presque de la valeur soit nulle, soit négative dans ce rôle-là, parce que c'était le même joueur en termes de profil et ce qu'il voulait faire, mais pas avec la même rentabilité, quoi. Et on a parlé des post-up, mais même en défense, je pense que ça l'a aussi beaucoup handicapé, ce manque de mobilité en défense. Oui, ça donne presque l'impression aussi d'un joueur qui a été assez mal coaché. Alors peut-être qu'il était pas très bien, qu'il était pas très coachable, je sais pas, parce qu'il avait un statut qui faisait qu'il refusait d'écouter, mais ça donne l'impression d'un gâchis, ouais, ces années-là. Après, bon, du coup, j'ai parlé de 2 années d'élite et de 3 bonnes années en plus de ça. Voilà, en termes d'efficacité, on est sur quelqu'un de assez incroyable. Et par exemple, il n'y a pas photo pour moi entre la saison 2011 de Rose et celle de Dwight Howard. Alors en plus, quand on rajoute la défense de Dwight, il y a encore moins photo. Mais bref, non, on est sur quelqu'un qui était encore créateur pendant la première moitié de la décennie, très créateur à Orlando, encore un peu à Houston, mais sa force aussi, c'était qu'il peut faire un peu les deux. Il pouvait aussi opérer en tant que joueur de pick and roll, justement, un peu sans ballon. Malheureusement, il a peut-être pas assez fait, pas assez tôt, etc. Mais bref, donc efficacité de très 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 haut niveau. Mais vraiment, j'insiste, on est sur de throw shooting plus, donc par rapport à la moyenne, le throw shooting plus 14%. Par exemple, une année en 2011, il fait aussi du plus 8%. Aux Lakers, il fait plus 7% sur plutôt des volumes pas mal. Et puis à Houston, plus 11, plus 12 et plus 12. C'est quand même assez important. Et puis l'autre côté qui était assez faramineux, et plus que faramineux, tout simplement en termes de fréquence de lancers francs obtenus, les saisons 2011, 12, 13, 14, c'est les 3 plus gros scores all-time, en tout cas depuis 1980. C'est les 4 plus gros scores de fréquence de lancers francs obtenus par rapport à la moyenne de l'histoire de la NBA sur les plus de 40 ans, quoi. Donc c'était ça aussi, c'est de là que venait sa rentabilité, c'est qu'il avait plein de lancers francs. Alors il les mettait pas autant qu'on voulait, mais il en obtenait tellement que ça aidait beaucoup. Et puis il y a l'autre côté aussi, on n'a peut-être pas assez insisté, mais à son pic, incroyablement impactant défensivement, peut-être même au même niveau que Rudy Gobert actuellement. Ouais. Et ça, j'ai l'impression que pour le coup, c'est quelque chose qui reste assez connu et reconnu. Ouais. Mais il me semble que c'est vraiment important de rappeler que offensivement, c'était pas Rudy Gobert, c'était pas DeAndre Jordan. Ouais. C'est quelqu'un qui, si on prend les stats par exemple de pourcentage de paniers assistés sur ces grandes saisons, il est à 50% de paniers assistés. Oui. Ça paraît beaucoup, mais en fait c'est pas tant que ça. C'est l'équivalent de ce que fait Joel Embiid. Exactement. Alors que Gobert Jordan, c'est 75% de paniers assistés. Donc ça n'a rien à voir. C'est vraiment quelqu'un qui offensivement était un créateur. Alors pas au sens où il avait un shoot, où il avait de la passe, parce que ça a toujours été un passeur très médiocre, mais voilà, il avait cette capacité à vraiment être le centre offensif d'une équipe. Donc ouais, ça me paraît vraiment très important de le redire, quoi. Et c'est pour ça aussi que moi je le mets quand même relativement haut dans le classement. Enfin, on va en parler après. Et puis oui, sur la défense, voilà, je pense qu'on est sur quelque chose de similaire à ce qu'est Gobert aujourd'hui. Alors pas exactement stylistiquement de la même manière, mais quelqu'un qui était un rim protector d'ultra élite, qui est du coup la chose la plus importante dans une défense, de protéger le panier, de protéger les tirs les plus rentables. Et notamment, tu regardes plein de stats un peu avancées, notamment sur Basketball Index, le LeBron défensif, LeBron étant un acronyme d'une stat all-in-one, il a le deuxième meilleur score de toute la décennie, et on est à un cheveu de Rudy Gobert qui est premier, quoi. On est sur ce genre d'impact là ultra élite. Ça c'est pour la saison 2011. Sa saison 2012, elle est encore 14e meilleure de toute la décennie sur plus de 1800 joueurs, je rappelle. Et sa saison aux Lakers, en 2013, la première fois, pas en tant que role player, mais
En 2013, elle est encore 38e. Donc voilà, on avait quelqu'un qui, malheureusement, les blessures ont un peu enlevé cet impact petit à petit, mais qui en fait commence la décennie en étant à la fois un go-to guy et en plus un pilier défensif. Et clairement, à l'époque, c'était, on va dire, allez, entre 2008 et 2012-13, c'était un top 5 NBA, quoi. Du coup, oui. Du coup, maintenant, comment est-ce qu'on pondère tout ça par rapport au reste de la décennie? Comment est-ce que tu t'en es dépatouillé dans le classement? Où est-ce que tu l'imaginais? Alors, moi, je l'avais mis un peu au-dessus de Rondo par rapport à donc, nos 5 d'aujourd'hui. Je l'avais mis dans le groupe Jrue Holiday, Kevin Love, par là. Donc, c'est-à-dire en dessous de Gobert et Ibaka, pour l'impact global, défensif, sur la longévité, et dans ce groupe-là. Voilà. Ok. Alors moi, j'avais une fourchette. Et là, tu es en bas du bas de ma fourchette. Je l'imaginais un peu plus haut. Ok. Pour l'instant, on a, pour redire un peu le classement, on a John Wall 9e, Tony Parker 10e, Klay Thompson 11e, Nikola Jokic 12e et Rudy Gobert 13e. Je l'imaginais un peu là-dedans, soit après Gobert au minimum, soit au niveau de Tony Parker ou au-dessus. Voire même au-dessus de John Wall, je ne sais pas. Mais c'est vrai que c'est un peu la difficulté de comment est-ce qu'on pondère tout ça, quoi. C'est compliqué. J'avoue que Serge Ibaka, moi, je le mettais au-dessus de manière un peu certaine. Ouais, mais en fait, quand j'y réfléchis, je pense que t'as raison qu'il faut le mettre au-dessus d'Ibaka. L'impact défensif est plus grand et en plus, c'est comme tu dis, il y a le côté créateur offensif, quoi, que n'a jamais eu Ibaka. En vrai, j'étais tenté d'aller jusqu'à le mettre devant Parker, hein, moi. Mais je sais pas à quel point je m'enflamme. Ou alors c'est peut-être Parker qui est trop, je ne sais pas. Mais parce que tu vois, Parker a, allez, 7 saisons en tout. 7 saisons en tout, dont 5 de haut niveau, peut-être 4 de haut niveau. Je pense que Dwight Howard a été beaucoup plus transcendant sur ces 5 saisons que Tony Parker. Toi, au-dessus de Parker, ça te choquerait pas? Non, ça me choque pas de le mettre au-dessus de Parker, non. Parce qu'après, Jokic et Gobert n'ont que 4 saisons au niveau. Oui, c'est vrai. Dwight, il en a, pour moi, il en a 2 élites, 3 très bonnes et encore quelques-unes après, on va dire sympathiques. Donc, en termes de valeur cumulée, je le mettais au-dessus. Ouais. Oui, je pense que ma réflexion le fait que je l'ai placé plus bas, venait du fait que j'ai presque pris en compte la valeur négative de ces années, de certaines années où, alors que bon, pour Jokic et Gobert, il y a pas d'années, effectivement, il y a moins d'années, mais il y a pas d'années négatives. Bon, mais alors. C'est tout le duel philosophique dont on parle avec Nico, hein, justement. C'est ça. Est-ce qu'on pénalise, quelle est la philosophie? Est-ce qu'on pénalise des années négatives? Ou alors est-ce que, et c'est ce que j'ai fait depuis le début, c'était le coup de dire je prends que le positif et le reste je le mets à la poubelle, quoi. Ouais. Et notamment les mauvaises saisons de Kobe Bryant à la toute fin, plutôt que de dire on va enlever des points, je dis non, je le prends pas du tout, quoi. Donc il y a un peu ça. Après, c'est pas impossible non plus que, donc si on le met là pour l'instant au-dessus de Tony Parker, c'est pas non plus impossible que Klay Thompson soit rediscuté. Mais moi ça me va de le mettre là. Ok. Faisons ça au niveau du classement. Et pour finir, alors rapidement, alors oui, j'ai pas cité ces stats de playoff, mais on est dans le top 50, hein, grosso modo. Donc peut-être pas non plus une présence écrasante, mais bref. Donc petit quiz pour finir. C'est un qui joue ce match? Nous sommes j'ai pas noté la date d'ailleurs. On est en playoff. C'est le match à 46 points de Dwight Howard contre Atlanta au premier tour des playoffs 2011. Un record en carrière de 46 points. Est-ce que tu es capable de me citer des joueurs qui ont joué ce match? Alors, Orlando 2011, tu dois avoir Jameer Nelson. Ouais. Turco Lou. Oui. Est-ce qu'il y a Redick? Oui, il est là. Rashard Lewis? Non, il s'est fait échanger. Ah oui, contre qui déjà? À Washington. Contre Gilbert Arenas? Exactement, Gilbert Arenas. T'as un poste 4 que tu m'as cité plusieurs fois pour Boston, mais ça ne marchait pas. Brandon Bass, effectivement. Là, ça marche. Il n'y a pas Earl Clark? Non, pas là. Par contre, il y a un autre poste 4 qui a un peu explosé par la suite en tant que poste 4 fuyant, comme on dit à l'époque. Poste 4 au large. Ryan Anderson? Shooter.
Exactement, Ryan Anderson est là. Et puis le dernier, bon, je t'épargne. Quentin Richardson. Oui, d'accord. Ouais. D'ailleurs, Il y avait non, pas l'autre un autre- Richardson aussi, non? Exactement, il y avait l'autre. Il y avait Jason Richardson aussi. Et du côté des Hawks, est-ce que tu en as quelques-uns? Alors 2011, il doit y avoir Josh Smith, Ouais, Al Horford, ouais. Jeff Teague, non, il est pas encore. Et non, encore une fois, C'est Mike- il est dans cet c'est Mike effectif, Bibby. mais il ne joue pas ce match. C'est Mike Bibby, le meneur. Non. Mike Bibby était à Miami, il me semble, cette année-là. Ah ouais, dès la première année. Ouais. Peut-être. Attends, il y avait Smith, Horford, Millsap. Millsap, non, il est à Utah. Ah oui, il n'est pas encore arrivé. Alors, Joe Johnson, Exactement. Kyle Korver peut-être. Non. Korver est à Chicago cette année-là. Alors, le meneur, je pense que tu l'as oublié qu'il était passé par Atlanta. C'est un meneur des Bulls de toujours. Qui a fait une pige à Atlanta, une pige à Washington. Kirk Heinrich. Exactement. Kirk Heinrich est là. Et ensuite, il est retourné à Chicago, hein, comme d'habitude. Oui. On avait quelqu'un, pareil, hein, typique de cette ère, cette époque-là des Hawks avec Joe Johnson, Al Horford, Josh Smith. Oui, je sens bien qu'il m'en manque un, mais Il te manque il me manque le pivot. l'arrière, Ah non. scoreur, fou. Jamal Crawford. Exactement, Jamal Crawford. Et qui est le pivot? Parce qu'il joue avec Horford en 4, non? Donc, il oui. me manque pas un Oui. pivot là-dedans. Genre C'est- Pachulia? Pachulia est là, effectivement, mais il n'est pas titulaire. Et c'est quelqu'un qui a un frère jumeau. Qui s'est Collins? qui s'est fait- Exactement, Jason Collins. Et on a un autre, un poste 4, encore une fois, un peu shooter pour l'époque, qui est ensuite un spécialiste, là tu vas le comprendre, un spécialiste des contract hier, qui jouait très très bien dans ces années de contract hier. Oui, je vois qui c'est en plus. Attends. Drafté numéro 2, il me semble, en 2004 ou 5. Ah, c'est Marvin Williams. Ouais. Marvin Williams, effectivement. Et du coup, t'as tout le monde. Jeff Teague n'a pas joué ce match, mais je t'épargne Ethan Thomas. Je ne sais pas qui c'est. Ah, moi non plus. Alors là. Je n'ai jamais entendu parler de lui. Mais bref. Donc voilà pour ce match à 46 points de Dwight Howard contre Atlanta sur les playoffs 2011.